Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. L'ouvrage présente une partie des résultats des études réalisées à la demande d'AgriSud International, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'appui aux activités agricoles dans les grandes villes des pays pauvres. Les objectifs généraux étant l'amélioration de l'approvisionnement alimentaire des citadins en nombre croissant, et particulièrement des populations défavorisées, des revenus des producteurs et commerçants et la création d'activités génératrices de revenus dans les secteurs de la production, la commercialisation et la transformation des produits agricoles. Les appuis à apporter nécessitent non seulement la connaissance des filières agricoles, mais aussi celle de la demande. D'où l'intérêt de réaliser les études portant entre autres sur la caractérisation de cette demande, objet de mon analyse. Les résultats présentés constituent à ce jour des données de référence pour les chercheurs intéressés à la question alimentaire dans les grandes villes des pays pauvres, les organismes internationaux préoccupés par les dynamiques temporelles de cette consommation suivant les appuis apportés, les agents de développement et les décideurs soucieux d'améliorer les conditions d'accès à l'alimentation pour toute la population. En effet, mes premiers pas dans le domaine de la recherche ont commencé en 1988 lorsqu'à la suite de la visite du site d'AgriCongo, j'ai été recrutée comme enquêtrice. Au fil des années, mes fonctions au sein de la structure et ma collaboration avec celle-ci ont évolué. D'enquêtrice, je suis passée chargée de mission puis consultante. En 1988, un accord de partenariat est signé entre AgriCongo, le Centre international de la recherche agronomique pour le développement et l'Office de recherche scientifique et technique Outre-mer avec la mise en place d'un dispositif associant développeurs, chercheurs et universitaires. Ce dispositif pluridisciplinaire, car composé de géographes, sociologues, juristes, économistes, agronomes, etc., a reçu pour mission la réalisation des études sur les filières maraîchères à Brazzaville, support d'un observatoire économique permanent et base d'une méthode d'études structurée. Le dispositif comporte 3 phases d'études, de 1988 à 1989, de 1989 à 1990 et de 1991 à 1993, et ce, sur 3 niveaux d'investigation complémentaires conduits de front. Il s'agit des études zones de production et flux de produits, commerce commerçant, prix produit, et marché de la consommation et caractérisation de la demande alimentaire. J'ai participé aux 3 niveaux d'investigation, avec une forte implication personnelle à la caractérisation de la demande. Les méthodes de collecte de données testées à Brazzaville ont été par la suite adaptées aux réalités de chaque pays d'intervention d'AgriSud International. À partir de 1997, à la demande de cette institution, j'ai participé à la réalisation, conception, collecte et traitement de données et analyse des résultats, d'études sur la distribution et la consommation alimentaire, ainsi que sur l'identification des activités génératrices de revenus pour les populations défavorisées dans les pays suivants: Congo, Cambodge, Côte d'Ivoire, Laos, Haïti, Angola, France, Bénin et Mali. L'ouvrage porte sur quelques grandes villes de ces pays. Je tiens à adresser mes remerciements à Bonaventure Maurice Mengo et Emilienne Raoul Matingou, qui, dans le cadre de la formation des étudiants géographes sur le terrain, m'ont fait découvrir l'univers d'AgriCongo et d'AgriSud International. Toute ma gratitude à Jacques Baratier et à son épouse Caroline Baratier, respectivement président fondateur et secrétaire général d'AgriSud International, qui ont consacré une bonne partie de leur vie à lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud par la création de très petites entreprises familiales. Leur passage à l'Orient éternel est une perte pour ces pays, qui connaissent davantage des problèmes alimentaires. J'exprime ici ma reconnaissance et ma gratitude à toute l'équipe d'AgriSud International, et particulièrement à Yvonne Cuette et Sylvain Berton pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour leur appui multiforme. Je ne saurais passer sous silence la contribution de mes collaborateurs François Macarez et Christophe Papin à la réalisation des études au Cambodge, Laos, Bénin, Mali, Haïti, Angola. Je tiens à leur dire ici le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux, durant plusieurs années. Que les commerçants, producteurs, transporteurs, consommateurs, enquêteurs, autorités politiques et administratives des pays d'études, chercheurs de l'Institut de recherche et d'application et de méthodes de développement, IRAM,
trouve ici l'expression de ma gratitude. Je tiens particulièrement à remercier les partenaires financiers d'AgriSud International, notamment la Caisse française de développement et l'Union européenne, qui ont financé non seulement les études mais aussi les programmes d'appui au développement en faveur des pays. Préface. L'urbanisation est un phénomène planétaire, un mouvement de transformation inéluctable de nos sociétés qui présente désormais un caractère exponentiel. En Afrique subsaharienne, par exemple, quand la majorité des pays accèdent à l'indépendance dans les années 1960, un habitant sur 10 vit dans les villes. Aujourd'hui, ce sont plus de 40% et ce sera probablement plus de 55% en 2025. Selon l'ONU Habitat, avec un rythme moyen d'urbanisation de 3,4% pour le continent africain tout entier, le plus élevé au monde, les grandes villes d'Afrique vont encore gagner des millions d'habitants. Des villes comme Lagos ou Kinshasa vont figurer parmi les plus grandes de la planète. Certaines capitales vont devenir hypertrophiques par rapport aux autres villes de leur territoire, créant une sorte de désert humain autour d'elles. Au-delà même de la croissance des grandes villes, on se rend compte que ce phénomène urbain est solidement installé et touche désormais les villes de taille secondaire. Plus d'un Africain sur 2 résidera en ville à l'horizon 2030. Cette urbanisation est bien sûr à mettre au compte de l'attrait des villes et du mirage économique qu'elles portent. Mais la paupérisation croissante des campagnes n'est évidemment pas étrangère à ce phénomène. Un tel mouvement d'abandon progressif des territoires ruraux, avec leur potentiel de production qui se réduit d'autant, pose alors la question de l'alimentation de ces populations urbaines en croissance. Dans bien des cas, l'augmentation de cette demande urbaine en produits de large consommation est en effet cruellement confrontée à la baisse des productions locales. Cet écart croissant entre l'offre et la demande est pour l'essentiel compensé par les produits importés à des prix subventionnés. C'est l'instabilité sur les prix et une faiblesse des rémunérations des productions locales qui s'installent. Cette situation d'insécurité alimentaire touche en particulier les plus démunis, et la moindre augmentation des revenus est rapidement laminée par des prix alimentaires plus élevés. Les crises alimentaires deviennent récurrentes, et c'est à cette occasion que l'on découvre l'importance de l'agriculture familiale. Elle représente 70% de la production alimentaire mondiale et concerne 2,8 milliards d'individus. Mieux sans doute que tout autre mode d'agriculture, elle contribue largement à relever au moins 2 grands défis, celui d'alimenter convenablement les populations et celui de gérer durablement les ressources naturelles de la planète. Au-delà, c'est elle qui procure un travail décent à plus d'un tiers de l'humanité, renforce la cohérence du tissu social, stimule les territoires et freine l'exode. Cette agriculture familiale s'exerce dans les territoires ruraux pour produire en particulier les cultures vivrières de base, des territoires souvent malmenés par les dérèglements climatiques ou socio-économiques. Elle s'exerce aussi en périphérie des villes. C'est l'agriculture périurbaine, une activité créatrice d'emplois mais souvent précaire, et qui se retrouve paradoxalement rejetée de plus en plus loin de la ville. Alors les marchés urbains la sollicitent de plus en plus pour ses produits frais, pour ses circuits courts qui réduisent les prix autant que la pollution par les transports. L'agriculture familiale tient ainsi un rôle essentiel, mais pour qu'elle puisse être efficace face aux défis auxquels elle est soumise, il faudrait qu'elle dispose de bien plus de moyens qu'on ne lui en accorde, alors qu'un habitant sur 7 souffre encore de sous-alimentation. Si l'on met en perspective l'accroissement de la population, et donc celui de la demande alimentaire, alors on comprend que l'insécurité alimentaire risque de s'étendre si rien n'est fait pour la contenir. Heureusement, ceci n'est pas une fatalité. Ces phénomènes peuvent en effet être contenus si des efforts soutenus sont déployés en faveur de cette agriculture familiale, qui reste le rempart le plus efficace contre l'insécurité alimentaire. Chez AgriSud International, c'est là notre champ d'intervention depuis bientôt 30 ans, avec une démarche qui a permis de soutenir le développement de plus de 55 000 petites exploitations agricoles familiales. Cette démarche s'est construite au fil du temps, grâce à l'engagement de toute une équipe sur la durée. Le professeur Yolande Berton-Ofouémé a fait très tôt partie de cette équipe. J'ai eu la chance de suivre son parcours depuis la fin des années 80. Voilà quelqu'un qui, dès cette époque, s'est investi avec le plus grand discernement dans l'étude des dynamiques socio-économiques des filières maraîchères de Brazzaville,
aussi bien par l'analyse des espaces de production que par celle de la consommation. Elle a acquis très vite une capacité d'analyse très fine de ces dynamiques. Cette expertise s'est renforcée au fil du temps sur de nombreux terrains, qui lui a permis de soutenir en 1996 sa thèse de doctorat sur l'approvisionnement des villes en Afrique noire, produire, vendre et consommer les légumes à Brazzaville, sous la direction d'Yves Pehaut et de Pierre Ventier. Toute cette expérience et ce recul permettent aujourd'hui au professeur Yolande Berton-Ofouémé de produire une synthèse particulièrement solide sur la question alimentaire en milieu urbain, en s'appuyant sur des études réalisées dans des contextes aussi différents que ceux de grandes villes d'Afrique, d'Asie ou encore des Caraïbes. C'est cette synthèse qu'elle nous livre dans cet ouvrage, une lecture indispensable à tous ceux qui, comme nous, savent à quel point la question alimentaire est plus cruciale qu'elle ne l'a jamais été. Yvonique Huet, directeur général d'Agri-Sud International. Introduction. L'inégalité devant la mort, c'est donc d'abord l'inégalité devant la maladie et puis devant la faim et la malnutrition. André Mayer, 1949, page 5. L'urbanisation est un phénomène mondial. Elle a connu une évolution progressive qui s'est réalisée à des rythmes variés suivant les continents ou les pays. En effet, rapporte Souti J. 2007 page 1, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les villes du monde n'ont jamais attiré plus de 10% de la population mondiale. À partir de la révolution industrielle, 1850 à 1950, une urbanisation progressive et massive touche l'Occident, urbanisé aujourd'hui à 80%. Depuis 1950, le phénomène affecte l'Amérique latine, puis il s'est généralisé à l'ensemble des pays pauvres. À l'échelle planétaire, le nombre de citadins ne cesse de croître, mais à un rythme différencié. Si la population mondiale était passée de 2,5 milliards d'habitants à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 6,5 milliards en 2005, soit 4 milliards de plus qu'en 1950, à 7,4 milliards en 2016, Nations Unies 2014, le nombre de citadins a pour sa part quintuplé, Puglia 2009 page 6. Légèrement inférieur à 30% en 1950, le taux d'urbanisation franchit en 2007 la barre de 50%. D'après les Nations Unies, il devrait se situer un peu au-dessus de 60% en 2030. La planète compte aujourd'hui 3,3 milliards de citadins, soit 4 fois et demi plus qu'en 1950. En 2030, l'effectif de la population urbaine devrait atteindre 5 milliards. Il y aurait alors autant de citadins dans le monde que d'habitants sur Terre en 1987, Véron 2007, cité par Puglia page 6. En effet, la croissance démographique se fait prioritairement dans les villes. Les démographes prévoient que la population mondiale atteindra entre 9 et 10 milliards d'âmes d'ici 2050, et plus de 90% de ces hommes supplémentaires seront citadins. Griffon 2008, cité par Puglia page 6. L'urbanisation est forte dans la plupart des pays industrialisés. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et l'Europe sont des régions les plus urbanisées au monde avec des taux d'urbanisation qui dépassent 70% en 2014. En Afrique et en Asie, les taux sont en revanche variables. Dans certains pays, le nombre de citadins s'accroît vite et dans d'autres prédomine la population rurale. Celle-ci a tendance à régresser au profit de la population urbaine. En 2007 à 2008, la population urbaine passe de 62% en République du Congo, 30% au Laos, 31% au Bénin, 38% en Angola, 19% au Cambodge, 49% en Haïti et 25% au Mali à respectivement en 2015 à 65%, 39%, 39%, 44%, 21%, 59% et 40%, Banque mondiale citée par Perspective Monde. Si les taux d'urbanisation divergent d'un pays à l'autre, la concentration de la population dans une ou deux villes est l'un des points communs de ces pays. Cette concentration démographique en milieu urbain pose un enjeu de taille pour l'accès à l'alimentation de qualité et en quantité suffisante. Les citadins contribuent certes à leur alimentation, mais l'essentiel des approvisionnements passe par le marché, ce qui nécessite des revenus subséquents. Nourrir les grandes villes en assurant en quantité le ravitaillement des citadins est une préoccupation majeure des gouvernements des pays du Sud.
La forte demande de produits alimentaires exprimée par les populations urbaines a contribué au développement de l'agriculture marchande en zone rurale et de l'agriculture intra- et périurbaine soutenue tant bien que mal par les pays, les organisations non gouvernementales et les bailleurs de fonds. Malgré les efforts consentis par les uns et les autres, la production locale est loin de couvrir les besoins des villes en certaines denrées. D'où le recours aux importations de riz et de blé ainsi que de leurs produits dérivés, de produits animaux, oléagineux, agroalimentaires, etc. Ces importations à bas prix sont favorisées par la libéralisation des échanges et les politiques de subvention aux exportations agricoles des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Entre 1995 et 2002, le volume des importations de céréales a cru de 58% selon la FAO, mais le prix du riz à la tonne a baissé de 35%, Sport 115-2005. Les importations de volailles ont été multipliées par 3 tandis que leur prix baissait de 40%, Sport 114-2004. Mais force est de constater que les productions locales et les importations massives ne garantissent pas l'accès à l'alimentation de qualité et en quantité suffisante à tous les citadins, comme l'a souhaité la communauté internationale dans les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, dont l'un des axes prioritaires était la lutte contre la pauvreté et la faim. Des inégalités sont observées dans les grandes villes. Et ce sont les personnes les moins favorisées qui sont les plus exposées à la malnutrition, quelquefois à la famine et surtout à la sous-alimentation, comme le rapporte Griffon, 2008, cité par Puglia, page 6. 15% des habitants des pays en développement souffrent d'une alimentation insuffisante. La concentration de la population dans les agglomérations, sous l'effet d'abord de l'exode rural, puis de l'effet conjugué de ce phénomène avec l'accroissement interne de la population et des migrations internationales, est l'une des préoccupations des pouvoirs publics et de la communauté internationale. La première question posée est celle de savoir comment nourrir cette population en forte croissance. En effet, l'approvisionnement alimentaire des villes se caractérise par l'existence de marchés dominés par une offre largement insuffisante et irrégulière qui, face à une demande croissante, déstabilise les prix et les entraîne à la hausse. Les problèmes alimentaires sont accentués par la croissance démographique incontrôlée ou difficile à contrôler, d'une part qui augmente la demande globale de nourriture, et réduit le budget quotidien destiné à la couverture alimentaire d'un individu dans un ménage d'autre part. Par ailleurs, les migrants généralement démunis et les jeunes de moins de 20 ans, majoritaires dans la population, constituent un groupe de dépendants à la charge de quelques actifs en se greffant sur le budget de ceux-ci. Il en résulte une population majoritairement sous-alimentée et malnutrie. Cette situation pose le problème du droit à l'alimentation. En fait, ce droit à l'alimentation ou la lutte contre la faim est l'un des objectifs les plus urgents pour la famille humaine. Pour parvenir à se libérer de la faim, il est nécessaire d'assurer non seulement qu'une quantité suffisante de nourriture soit disponible, mais aussi que chacun y ait accès chaque jour. Cela signifie promouvoir toutes les ressources et les infrastructures nécessaires en vue de soutenir la production et la distribution à une échelle suffisante pour garantir pleinement le droit à l'alimentation. Benoît XVI, 2010. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 1997, estime qu'il est intolérable que plus de 800 millions de personnes dans le monde, spécialement des femmes et des enfants, en particulier dans les pays en développement, n'aient pas suffisamment à manger pour satisfaire leurs besoins nutritionnels essentiels, ce qui porte atteinte à leurs droits de l'homme fondamentaux. Olivier De Schutter rapporte en 2010 que pour que le droit à l'alimentation soit garanti, il faut garantir la possibilité, soit de se nourrir directement d'une terre productive ou d'autres ressources naturelles, soit d'acheter des denrées alimentaires. Cette seconde solution suppose que la nourriture soit disponible, accessible et adéquate. Disponible signifie qu'il doit y avoir sur le marché suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins. Accessible s'entend sur les plans physiques et économiques. La nourriture doit être accessible à toutes les personnes, y compris celles qui sont vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Elle doit être d'un coût abordable de manière à ne pas compromettre la satisfaction d'autres besoins. Adéquat signifie que la nourriture répond aux besoins alimentaires et qu'elle est propre à la consommation humaine.
La participation des groupes souffrant d'insécurité alimentaire à la conception et la mise en œuvre des politiques qui les touchent le plus est également un aspect essentiel du droit à l'alimentation. Depuis plusieurs décennies, l'utilisation de plusieurs concepts, notamment les problèmes alimentaires, la vulnérabilité alimentaire, la précarité alimentaire, la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, les risques alimentaires, etc., témoignent de l'ampleur de la question alimentaire dans le monde et particulièrement dans les grandes villes des pays pauvres. Quel que soit le concept utilisé, le problème reste posé. L'ouvrage n'aborde pas les acteurs et les circuits d'approvisionnement, les styles alimentaires, les rations alimentaires et les analyses nutritionnelles. Les médianes, quartiles, écarts type et coefficients de variation ont été calculés mais ne sont pas présentés. Le choix est porté sur les moyennes et l'analyse des écarts différentiels. Nous sommes conscientes des limites des moyennes qui ne sont que des ordres de grandeur. Mais par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés, que peuvent apporter de plus les quartiles et les médianes à l'analyse de la question alimentaire ? Les populations, en achetant les denrées alimentaires, ne pensent pas aux apports nutritionnels de chaque aliment à consommer. Elles se préoccupent d'acquérir les aliments accessibles, par rapport à leurs revenus, et par rapport à la taille du ménage. Les citadins ne se préoccupent pas non plus des quantités requises pour un équilibre alimentaire et une bonne santé. C'est pourquoi nous n'avons pas jugé utile de présenter les quantités médianes, les quartiles, etc. Le plus important à notre avis est d'identifier les produits consommés, les quantités globales consommées, les besoins alimentaires des citadins, les produits les plus importants dans la consommation, les produits à faible consommation, les facteurs et conséquences d'inaccessibilité alimentaire, les stratégies alimentaires des ménages, le nombre de personnes ou de ménages vulnérables à l'accès à l'alimentation. L'ouvrage est structuré en 7 chapitres. Le premier présente un focus sur les champs d'investigation. Le deuxième traite du contexte, de la justification, du cadre conceptuel et théorique des études. Le troisième est consacré à la nature et aux formes de consommation de produits. Le quatrième aborde les besoins alimentaires en termes de quantité de produits consommés. Le cinquième examine le niveau de satisfaction de la demande par l'offre locale et les importations. Le sixième analyse les facteurs et les conséquences d'inaccessibilité alimentaire. Le septième aborde les stratégies alimentaires des ménages. Chapitre 1 – Cadre général des champs d'investigation. Toutes les villes étudiées se situent dans la zone intertropicale entre le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud, figure 1. Elles ont toutes, excepté Bamako et Vientiane, accès à la mer ou à l'océan qui constituent leur point d'ouverture sur le monde. Figure 1. Localisation des villes étudiées dans le contexte mondial. 1. Les pays et villes d'Afrique subsaharienne. I1. Angola, Luanda. La République d'Angola est située entre les 11e et 24e méridiens est et les 4e et 18e parallèles sud. C'est un des pays de l'Afrique centrale localisé dans la région occidentale de l'Afrique australe, au bord de l'océan Atlantique sur une distance de 1600 km, Chavagne 2005, page 19. L'Angola s'étend sur une superficie de 1 246 700 km², Chavagne 2005, page 19, y compris la province de Cabinda qui fait 7270 km², Iko Kabuita 2004, page 68. Elle est limitée au nord par la République du Congo et la République démocratique du Congo, à l'est par la République démocratique du Congo et la Zambie, au sud par la Namibie et à l'ouest par l'océan Atlantique, figure 2. Figure 2. Localisation de l'Angola et de Luanda. Source Évasion 2015. Le climat est de type tropical humide dans le nord. Encyclopédie Microsoft Encarta 1997, citée par l'ambassade de la République d'Angola en France, subtropical avec moins de pluie dans le sud. Il se caractérise par l'existence de 2 saisons, une saison chaude d'octobre à avril et une saison sèche et fraîche de juin à septembre, au cours de laquelle les températures se situent entre 21 et 24 degrés Celsius. Les mois les plus chauds sont février et mars avec une moyenne des températures maximales de 28 degrés Celsius. La pluviosité annuelle diminue du nord au sud,
de 900 mm sur la côte de Cabinda à 50 mm dans le sud de Namibe, ambassade de la République des '. Angola en France. La moyenne de la pluviosité est de 323 mm d'eau par an, avec d'importants contrastes à travers le pays. L'Angola est traversée par de grands fleuves qui descendent des vallées profondes de l'intérieur, débouchant dans l'océan, formant des baies et des ports naturels, comme à Luanda, Lobito et Namibe. La configuration hydrographique de l'Angola est intimement liée à son bassin. Les rivières proviennent des zones montagneuses et des plateaux de l'intérieur se déversant dans les régions les plus basses. La plupart des rivières ont des cours irréguliers, avec des chutes d'eau et des cascades rapides, rendant difficile la navigation. Le pays est arrosé par une multitude de rivières et fleuves. Chilwango, Bengo, Kwanza, l'un des fleuves les plus puissants navigables qu'une partie de l'année et qui a donné son nom à la monnaie locale, Kunen qui s'écoule vers l'océan Atlantique. Zadi, Kwango, Kwilo, Chikapa, Luashimo, Kiombe et Luembe qui s'écoulent vers le nord et le bassin du Congo. Les affluents du Zambèze, Luena, Lungbungo, etc. Kubango, Kueb, Kuchi et Kuito qui s'écoulent vers le Kalari. Le courant froid du Benguela rend les eaux côtières de l'océan Atlantique particulièrement riches en produits halieutiques. Le pays dispose d'importantes ressources naturelles, pétrole, diamants d'excellente qualité, fer, cuivre, etc. Deuxième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et quatrième exportateur de diamants. Atlas Geographico, 1998. Le pays a souffert de plus de 20 ans de guerre aux dégâts matériels et humains importants. À la fin des guerres en 2002, la paix est revenue. L'économie du pays est tributaire du secteur pétrolier. Du fait de la crise économique et financière internationale, l'économie angolaise est encore déséquilibrée, même si elle a connu une croissance réelle exceptionnelle ces dernières années. Le secteur non pétrolier a profité de la manne pétrolière et a connu des taux de croissance élevés, 20,1% en 2007 et 18,4% en 2008, notamment sous l'impulsion des larges projets d'investissement public, UbiFrance 2009 page 2. Malgré ces avancées, le chômage, le sous-emploi et le manque de formation affectent près des 2/3 de la population angolaise dont environ 48% constitués de jeunes de moins de 18 ans, Boniface 2005, cité par Bez page 14. Les indicateurs sociaux sont bas, le revenu moyen par habitant est de 2 847 $, UbiFrance 2009 page 1. Cependant, 64% de la population vivent avec moins d'1 USD par jour et 68% vivent en dessous du seuil de pauvreté, tandis que 3% de la population se partagerait 70% de la richesse nationale. 31% des enfants souffrent de malnutrition, Christ 2009 page 9. La croissance des secteurs pétroliers et non pétroliers est dans l'ensemble instable. Mission économique, citée par Bez L 2007. Le commerce intérieur est dominé par l'essor du secteur informel. Des décennies de guerre civile et un régime communiste ont mis en place une pléthore d'institutions étatiques inefficaces, laissant peu de place au développement du commerce privé. C'est ainsi que le commerce s'est essentiellement réalisé dans le secteur informel. Mais depuis la fin de la guerre, quelques mutations économiques sont observées comme l'atteste Redverse en 2009. La guerre civile en Angola a pris fin en 2002, et depuis lors, l'Angola est en train de réaliser un vrai miracle économique grâce à son pétrole et ses mines de diamants. Depuis 2004, l'économie a progressé chaque année de plus de 10%. Mais la plupart des Angolais n'ont toujours pas de travail régulier. 2/3 de la population vivent avec moins d'1 € par jour. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, cité par Louise Redverse 2009, une étude sur l'esprit d'entreprise qui a été menée dans 43 pays montre que l'Angola compte un nombre remarquable de nouvelles entreprises. Un Angolais sur 4 semble occupé avec le démarrage de sa propre entreprise. L'allègement des conditions de création d'une entreprise est en faveur des jeunes entrepreneurs. Mais la survie des entreprises créées laisse à désirer car 1/5 des nouvelles entreprises échouent dans les 12 premiers mois. La population angolaise est mal connue. De 1970 à 2014, il n'y a pas eu de recensement général de la population du fait de la guerre. Les statistiques fournies entre ces 2 années sont des estimations. Ainsi la population angolaise est-elle estimée à 14 millions en 2004,
FAO 2004 page 1, à environ 17 millions habitants en 2007, Boniface 2007, cité par Redverse, à plus de 21 millions en 2011, Perspective Monde, et à plus de 24 millions en 2014, Banque mondiale sur la base des résultats du recensement général de la population. Elle est inégalement répartie. On note, hors Luanda, une concentration dans les provinces du centre du pays, Huambo et Bié, et dans la bande côtière peu touchée par les conflits. Le rythme de croissance de la population a significativement augmenté à partir des années 1930, en raison de la colonisation du territoire par les Portugais. Il s'est renforcé avec l'arrivée des réfugiés de la guerre civile à partir de 1975, année de l'indépendance, et reste à ce jour rapide, doublement tous les 10 ans entre 1960 et 2000. Les principales villes sont Luanda, Lobito-Benguela, Huambo, Malage et Lubango. Luanda, anciennement São Paulo da Assunção de Luanda, est la plus grande ville de l'Angola. Elle est la troisième plus grande ville lusophone du monde après São Paulo et Rio de Janeiro. Située au bord de l'océan Atlantique, elle est le principal port du pays et la capitale politique et économique. La ville de Luanda est sous influence du climat chaud et humide. Les températures sont variables suivant les saisons et les mois. La moyenne la plus forte est observée en janvier, 28 degrés Celsius, et la plus basse en juillet, 23 degrés Celsius. Les records de froid peuvent atteindre 14 degrés Celsius en juillet-août et les records de chaleur en mai et novembre, 36 à 37 degrés Celsius. La ville comprend deux parties, la Baixa de Luanda, vieille ville, et la Cidade Alta, ville haute ou la nouvelle partie de la ville, caractérisée par la présence de bidonvilles. Luanda fut créée en 1575 par l'explorateur portugais Paulo Dias Nové. Elle était habitée par 100 familles de colons et 400 soldats. Elle a servi de centre de commerce d'esclaves. 3 millions d'esclaves expédiés de l'Angola vers le Brésil principalement. Après l'abolition de la traite négrière en 1836, Luanda, grâce à son port maritime, devient en 1850 l'une des villes les plus développées dans l'Empire portugais. Aujourd'hui, la baie de Luanda est confrontée aux problèmes de pollution dus à la mauvaise gestion des eaux usées. La population de Luanda est passée de 475 000 en 1970 à 1 545 000 en 1990, Loupé Escartin, 1992, page 4, à 3 361 445 habitants en 2001, à environ 4 800 000 en 2007, estimation Institut national des statistiques, et à 6 775 211 âmes en 2015, Banque mondiale citée par Perspective Monde. Après plus de 27 ans de guerre civile qui se termine par la mort de Jonas Savimbi, et la signature d'un protocole d'entente en 2006 avec le Front de libération de l'enclave du Cabinda, FLEC, Luanda a connu une période de reconstruction. Celle-ci a modifié le paysage urbain de manière significative. Mais pendant que le cœur de la ville se modernise, les quartiers périphériques sont en proie à la pauvreté extrême. Luanda continue de résoudre ces problèmes parmi lesquels celui de l'approvisionnement alimentaire des citadins. La croissance économique de la ville a été justifiée par l'essor des sociétés de négoce, des exportations de produits issus de l'agriculture de plantation, huile de palme, arachide, coton, café, cacao, des produits exotiques, cire, copal, bois, ivoire et des productions locales, maïs, tabac, viande, manioc, etc. Luanda est le siège des principales sociétés pétrolières, des entreprises du pays et des ambassades. Mais force est de constater que le développement économique de Luanda, appelée Ville de Paris, a été annihilé par les guerres. La reconstruction en cours ne résout pas, du moins en totalité, l'accès à l'alimentation particulièrement pour les populations les moins favorisées. D'ailleurs, Luanda est classée au rang de la ville la plus chère au monde pour les expatriés. L'Angola est un pays riche en ressources naturelles parmi lesquelles le pétrole, principale source de revenus du pays. Il a souffert de plus de 20 ans de conflits armés qui ont détruit tant le tissu social qu'économique. Malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires, plus de 60% de la population vit dans des conditions de précarité extrême. La population se concentre dans les provinces du centre et à Luanda, ville de plus de 6 millions d'habitants en 2015 et où se développe la pauvreté dans les bidonvilles.
L'économie du pays est tributaire de l'exploitation du pétrole, dont les cours font l'objet d'une instabilité difficile à maîtriser. Cette instabilité des cours du pétrole fragilise l'économie nationale et a d'importantes répercussions sur la vie des populations. I2. Congo-Brazzaville et Pointe-Noire. Figure 3. Localisation du Congo, de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le Congo est un des pays d'Afrique centrale. Il partage les frontières à l'est avec la République démocratique du Congo, à l'ouest avec le Gabon et le Cameroun, au nord avec la République centrafricaine et il est limité au sud par l'océan Atlantique, l'enclave de Cabinda et la République démocratique du Congo, figure 3. En raison de sa position à cheval sur l'équateur et de son étirement sur plus de 1000 km, il présente du nord au sud une diversité climatique. Les climats équatorial et subéquatorial couvrent respectivement la Sanga et la Likwala, les plateaux et les cuvettes, et le climat tropical humide concerne tout le sud du pays. Ainsi Brazzaville et Pointe-Noire jouissent-elles d'un climat chaud de type tropical humide. Les températures minimales sont de 20,4 degrés Celsius, les maximales de 30 degrés Celsius et les moyennes de 25,4 degrés Celsius. La moyenne pluviométrique annuelle est de 1400 mm d'eau à Brazzaville et de 1250 mm d'eau à Pointe-Noire. On distingue globalement 4 saisons agroclimatiques. La grande saison sèche Kisiu, de mi-juin à mi-octobre. La petite saison des pluies Nvula Ntete, de mi-octobre à mi-janvier. La petite saison sèche, appelée Mwanga, de mi-janvier à mi-mars et la grande saison des pluies Ndolo, de mi-mars à mi-juin. Cette répartition saisonnière des pluies est donnée à titre indicatif pour la période de l'enquête car depuis quelques années, on observe au Congo des perturbations climatiques qui ont des incidences sur la production agricole, l'acheminement des produits vers les lieux de consommation, etc. Le Congo dispose d'un réseau hydrographique important constitué de 3 bassins. Le bassin du fleuve Congo, l'un des plus puissants au monde après l'Amazone en Amérique latine, le bassin du Kwilu-Nyari et le bassin côtier formé de petits cours d'eau Nyanga, Numbi et Louémé. Les cours d'eau, les lacs et l'océan, au bord duquel est située la ville de Pointe-Noire, fournissent à la population une partie des produits animaux. La population congolaise est inégalement répartie. Les 2/3 se concentrent dans les centres urbains dont les plus importants sont Pointe-Noire et Brazzaville, qui rassemblent à elles seules plus de 50% de la population du pays, RGPH 2007. Les jeunes représentent 60% de la population et sont touchés par le chômage et le sans-emploi. Le taux de pauvreté a connu certes une baisse, mais près de la moitié de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. L'économie congolaise est faiblement structurée et très peu diversifiée. Elle dépend principalement de l'exploitation pétrolière et forestière, dont l'essor se fait aux dépens de l'agriculture. La part de cette activité dans le produit intérieur brut a significativement baissé. Elle est passée de 27% en 1960 à 4,4% en 2000 et 19,5% en 2004. La faible production de certains produits agricoles implique les importations alimentaires dont la valeur annuelle est estimée à 163 milliards de FCFA en 2010 et avoisine 200 milliards en 2011. FAO 2016, page 5. Les différents conflits armés qui ont touché le pays au cours des années 1990 ont contribué à la dégradation du tissu économique déjà peu satisfaisant depuis les années post-indépendance. Le gouvernement de la République, en dépit des problèmes socio-économiques, s'est attelé à redresser la situation économique du pays et améliorer les conditions de vie des populations. C'est ainsi qu'au sortir des guerres civiles de la période 1997 à 1999, qu'il s'est inscrit dans la dynamique du sommet de Copenhague, 1996, visant la réduction de moitié de la pauvreté jusqu'en 2015, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. De l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. En 2010, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE a permis au Congo de bénéficier d'un allègement de près de la moitié du montant de sa dette intérieure et d'investir dans l'aménagement des infrastructures sociales et économiques. Malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics, l'économie congolaise reste fragile. L'agriculture a été longtemps marginalisée au profit de l'exploitation pétrolière,
dont l'instabilité des cours sur le marché international a un impact sur la vie sociale et économique du pays. Brazzaville, située sur la rive droite du fleuve Congo, en face de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est la capitale politique du pays. Elle est limitée au nord, à l'ouest par les sous-préfectures du département du Poul, à l'est et au sud par le fleuve Congo. La ville et ses environs sont parcourus par de nombreux cours d'eau, dont les principaux sont le Djoué et le fleuve Congo. La plupart des activités maraîchères sont pratiquées le long des plans d'eau. Brazzaville est comptée parmi les grandes villes africaines en termes d'effectifs de la population. Sa population est passée de 300 000 habitants en 1974 à 600 000 habitants en 1984, RGPH 1974 et 1984, et à plus de 900 000 en 1992, estimation à partir des données des RGPH 1974 et 1984, soit 56% de la population urbaine et 64% de celle de l'ensemble du pays. Berton Ofouémé, 1996, page 135. Brazzaville rassemble en 2007 1 370 000 habitants, RIF 2007. Cette population est estimée à 1 716 728 citadins en 2014. Elle se caractérise par la prépondérance des femmes, 51% des effectifs et des jeunes. L'économie de la ville est structurée autour de deux secteurs. Le secteur formel dominé par la fonction publique et le secteur informel qui prend de l'ampleur. Depuis quelques années, le secteur formel n'est plus en mesure de garantir des emplois à tous les Brazzavillois. Les jeunes diplômés, les chômeurs et les sans-emploi sont dans la plupart des cas à la charge des actifs en nombre restreint. La fragilité de l'économie brazzavilloise est aggravée par les perturbations sociopolitiques. Les fonctions de ville politique font de Brazzaville un territoire régulièrement perturbé. Les populations les plus défavorisées sont les plus touchées par les événements politiques. La destruction des biens, la perte de vies humaines contribue à l'entretien de la pauvreté monétaire et sociale au sein des ménages. Pointe-Noire, située au bord de l'océan Atlantique, est le poumon économique du pays. Port autonome en eau profonde et ville située dans la zone d'exploitation pétrolière, elle est la plaque tournante du Congo et de la sous-région Afrique centrale. Avant la crise pétrolière de ces dernières années, Pointe-Noire était considérée comme la ville où le taux de pauvreté était inférieur à 40%. La ville compte 294 200 habitants en 1984, 711 000 en 2007, RGPH 1984 et 2007, et 894 168 habitants en 2014, estimation sur la base des résultats du RGPH de 2007. La population vit essentiellement des activités liées au fonctionnement du port et de l'exploitation pétrolière. Malheureusement, la chute des cours du pétrole sur le marché international occasionne la fermeture des entreprises pétrolières ou de sous-traitance, et par conséquent le chômage et la réduction du dynamisme économique de la ville. Le milieu physique congolais est globalement favorable à la production agricole. Malgré la disponibilité en eau, en sol, l'agriculture est peu développée. La plupart des populations vivent en milieu urbain, où l'environnement économique est fragile, voire difficile pour les familles à faible revenu. L'essor du secteur informel permet certes à certaines couches de la population de vivre ou de survivre, mais il génère des revenus instables, incertains et insuffisants dans la plupart des cas. Le retour à la paix politique et sociale permet au Congo de se reconstruire progressivement. Mais, la chute des cours du pétrole a tendance à ralentir l'élan pris par les pouvoirs publics en vue de développer le pays. I3. Bénin-Cotonou, Abomey-Calavi-Porto Novo. Figure 4. Localisation du Bénin et des trois villes, Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo. Source Évasion 2016. Le Bénin est un État côtier du golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Il est bordé à l'est par le Nigeria, au nord par le Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'ouest par le Togo. Figure 4. Il se caractérise par un climat très varié. C'est un climat de type subéquatorial au nord du fait de la protection des zones côtières des vents de l'ouest et de la réduction des pluies par les barrières de la Takora. La plus grande partie du pays est sous l'influence d'une transition de conditions tropicales.
Les pluies ne sont pas abondantes comme celles observées dans d'autres régions de même latitude, donnant lieu à des conditions tropicales appelées la variante du Bénin. Celle-ci est marquée par une saison sèche de novembre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.